Bonjour à tous, vous faites bien d'être sur la télévision panafricaine C360. Bienvenue dans votre émission Patriotes d'Afrique, le tribunal de l'histoire, vous le savez. Le numéro d'aujourd'hui aborde une personnalité béninoise. On l'appelle l'artisan de la démocratie au Bénin de son vivant. Il a gagné le cœur des Béninois. Mathieu Kérékou a gagné le surnom de Caméléon, illustrant ses multiples revirements. Un homme mystérieux au regard dissimulé par des lunettes fumées. D'autres pensent même qu'il est le précurseur de la démocratie en Afrique. Après avoir passé à la loupe toutes ses actions, nos spécialistes en plateau vont nous dire si son nom mérite ou non d'être inscrit au rang de patriote d'Afrique. En plateau, professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, enseignant-chercheur en littérature africaine, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, bonjour également à vous. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, nous parlons de Mathieu Kérékou, ancien président béninois, dans notre page de Patriotes d'Afrique cette semaine. Alors, professeur Koulidiati, que peut-on retenir de Mathieu Kérékou avant son accession au pouvoir d'État? Bien, Mathieu Kérékou, c'est un militaire qui a fait ses écoles, ses études dans la sous-région, au Mali, au Sénégal, et puis après juste en France. Et donc, il a une carrière militaire assez assumée, assez brillante. Donc, avant donc de revenir dans son pays pour officier, il faut préciser aussi qu'il a servi dans l'armée française en tant que militaire, avant donc de revenir dans son pays pour servir sa nation, la nation béninoise. Donc, c'est par là qu'il fait son coup d'État en 1972, le 26 octobre notamment. Professeur Koulidiati, professeur Sidiki, pardon, un mot. Bon. Mathieu Kérékou, oui. Il est qui avant son accession au pouvoir d'État? Non, mais je pense que mon collègue l'a dit, c'est un militaire, hein, donc il aura le grade de commandant au moment du coup d'État, donc en 1972, et donc mais il aura servi l'armée coloniale française aussi. C'est-à-dire qu'il est né en 1933, si je ne me trompe. Donc il va faire ses premiers pas dans l'armée française et au moment de l'indépendance de son pays, donc il va intégrer l'armée de son pays. Et peut-être une petite précision sur qui est Mathieu Kérékou. Vous avez dans votre préambule parlé de... Vous avez dit qu'on l'avait surnommé le caméléon. On ne l'avait pas surnommé le caméléon. Il est né Tcha Kérékou. Ah bon? Ce qui veut dire caméléon dans cette langue-là du nord du Bénin. Et c'est à l'âge de 10 ans, quand on a voulu l'inscrire à l'école, qu'il est devenu catholique avec le nom de Mathieu. Voilà, il est né à Kouarfa, mais ça c'est le village de sa grand-mère, mais il est en réalité originaire de Natitengu, donc toujours dans le département de l'Atakora. Donc quand il est né là, son nom là, c'était bien Tchad. Je ne sais pas si je prononce bien, mais ça veut dire effectivement caméléon. Caméléon, donc voilà. Et on peut dire qu'en réalité, il a, au cours de son parcours-là, il a ressemblé à son nom, en tout cas. Bon, voilà ce que je peux dire. Professeur Koulidiati, vous l'aviez souligné, il a pris le pouvoir le 26 octobre 1972 à l'issue d'un coup d'État. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les circonstances de ce coup d'État-là? Eh bien, le Bénin était entré dans un cycle d'instabilité politique avec notamment des crises régionales, enfin, j'allais dire régionalistes, sur fond de crise économique. Il faut se rendre compte qu'après les indépendances, le pays avait du mal à trouver un dirigeant, au point où, à un moment donné, il fallait trouver l'équilibre régional avec 3 présidents qui devaient diriger ce petit pays. Et donc, économiquement, le pays aussi partait en lambeaux. Et donc, c'est tout ça qui a poussé donc, le capitaine en son temps, Mathieu Kérékou, avec ses collaborateurs, a perpétré un coup d'État le 26 octobre 1972 pour mettre fin à ce tricéphalisme qui n'honorait pas un peu le Bénin, et sur fond de crise économique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est ce qui a justifié fondamentalement sa prise de pouvoir
en 1972. François Sidiki, 1972, le 26 octobre, Mathieu Kérékou prend le pouvoir. Qu'est-ce qui a justifié ce coup d'État-là? Non, mon collègue l'a dit, hein, mais il faut préciser, le tricéphalisme à la tête de l'État, c'est un arrangement politique, une sorte de répartition tribale, en fait, du pouvoir. C'est-à-dire trouver, mettre en place un conseil présidentiel là, donc avec 3 membres, en fait, donc, dont l'un est issu de la région du Nord, l'autre du Centre et l'autre du Sud. Donc, ils se partageaient le pouvoir. Voilà, donc Hubert Maga, donc Miga Napiti et puis Justin Aoma Debe. Voilà, et ils sont censés représenter chacun une région du Bénin. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Alors, et donc je pense que le premier devrait faire 2 ans comme président, ensuite il reste toujours dans le conseil présidentiel, mais le deuxième devient ensuite président pendant 2 ans, et c'est ce qui devait se faire. Bon, c'était un arrangement de l'époque compte tenu donc de la situation composite ethnique du pays, mais apparemment cela ne semblait pas avoir l'adhésion de certains officiers qui trouvaient que non, on ne pouvait pas fonder la gestion politique d'un pays sur des bases ethniques, tribales. Et le contexte économique un peu, un peu catastrophique aidant. Donc, c'est comme ça qu'ils vont se lancer avec d'autres officiers là, donc dans la prise de pouvoir par les armes. Alors, vous l'avez dit, il est venu pour renverser, on va le dire comme ça, un monstre à 3 têtes, oui, comme on l'appelait au temps de Dahomey. C'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas eu de victimes? Comment ça s'est passé concrètement? Donc, en réalité, il n'y a pas eu de victimes parce qu'à l'époque, il n'y avait aucune force pour se mettre au travers de l'armée. Donc, il a suffi donc à l'armée qu'elle quitte donc les casernes, je pense, depuis Ouidah, et donc pour progresser vers la capitale Enarive. Donc, on se positionne, on prend tous les sites stratégiques. Alors, et comme l'unanimité semblait être faite au niveau de l'armée, donc pour prendre le pouvoir, mettre fin à ce sort de monstre politique là à la tête du pays. Donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu d'opposition et par conséquent, donc pas de sang versé, en tout cas pendant la prise du pouvoir de Kérékou. Alors, François Kouliati, les 3 présidents qui faisaient la ronde à la tête de l'État, il y a eu le coup d'État, il n'y a pas eu de sang versé. J'ai posé la question à professeur Sidiki, c'était quoi concrètement? C'était un coup d'État sans coup férir, comme on pourrait le constater. Mais je peux peut-être de passage saluer la mise en déroute de cette dérive qui consistait donc à vouloir faire de ce pays 3 chefs d'État. Je crois que ça aurait dû créer beaucoup plus de problèmes au Bénin, parce que c'est un pays que je connais bien et jusqu'à présent, les tensions entre nord et sud sont toujours là. Mais je me demande bien si on faisait cette rotation, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas des gens qui vont dire, ben, écoutez, on prend notre indépendance. Ça n'allait pas concourir, à mon avis, à unifier le pays. Ce pays avait besoin donc d'avoir un seul chef d'État, avec notamment des ministres qui pourraient être issus de plusieurs localités. Je crois que c'est ce qui a un peu, à mon avis, motivé ce coup d'État qui a été vraiment un succès, donc, comme on peut le constater. Donc, c'est cela. 3 ans après, soit en 1975, Mathieu Kérékou change le nom de Dahomey en Bénin. Pourquoi ce changement de nom, professeur Kouliati? Le Dahomey, c'était comme au Burkina, de l'ex-Haute-Volta en son temps. Le Dahomey renvoyait un peu à un passé un peu colonial. C'est ce pays, comment je vais dire, c'est une appellation qui renvoyait à un passé non glorieux du Bénin. Il fallait donc rebaptiser ce pays comme le capitaine Thomas Sankara l'a fait ici. Donc, c'est cela. Professeur Sidiki, il prend la tête, il prend le pouvoir, Mathieu Kérékou. Dites-nous comment a été sa gestion politique, économique, surtout dans ce contexte-là. Bon, quand il a pris le pouvoir, je pense que dès les premiers instants, ou en tout cas tout au plus 1 an après,
Il a proclamé dans l'idéologie marxiste-léniniste dans laquelle il s'inscrivait d'office. Et donc, ça semblait être une mode dans ce contexte de guerre froide là où tous les pays qui s'alignaient sur l'URSS à l'époque donc avaient pour ligne de conduite le marxisme-léninisme. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et en ce moment, ça va être un peu des réformes radicales. Hein. Donc, il veut mettre de côté les structures traditionnelles, les chefs de village, les couvents, les prêtres animistes, tous ces gens-là sont mis de côté, remplacés par les maires et les députés. Et même le vaudou, la religion, voilà, bien connue au Bénin, là, a été interdite sous son règne, au nom du marxisme-léninisme. Et ensuite, au plan économique, il va donc entreprendre des réformes, notamment des nationalisations de banques et d'industrie, et essayer de créer des coopératives agricoles, voilà, et en tout cas dans l'objectif, en tout cas, de relever le défi économique. Cela va, bien sûr, ça fait penser, ça fait rêver dès les premiers instants, mais à la suite, peut-être avec de la corruption aussi, le fait qu'on est déjà dans un contexte de fin du communisme avec la chute, donc sous forme d'effet domino dans des anciens pays de l'axe soviétique là. Donc naturellement, ça fait que le Bénin tout seul ne peut pas tenir. Hein. Pour ceux qui nous suivent, hein, quand on parle du marxisme-léninisme, en quoi consiste-t-il concrètement? Non, c'est une idéologie politique qui s'inspire de la pensée communiste, si vous voulez, de Karl Marx, mais avec des applications concrètes telles que les avait réalisées Lénine en Union soviétique. Et généralement, ça se manifeste par une centralisation du pouvoir, et puis donc, l'embrigadement de pans entiers de la société dans des structures comme la Ligue des jeunes, etc. Et sans oublier maintenant que le parti unique, où tout le monde doit adhérer, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Et l'objectif, en tout cas, c'est de mettre plus en avant la propriété collective, au-delà donc des entreprises individuelles. Donc, généralement, ça se manifeste par la création de coopératives, donc, et la nationalisation de beaucoup de secteurs de l'économie, etc. C'est comme ça que ça se passe. François Kouliati, nationalisation de plusieurs industries, était-il parvenu à changer vraiment ce contexte béninois-là? Bien sûr qu'il a réussi un tant soit peu à modifier un peu la donne. Le redressement économique a suivi un peu. Avec la nationalisation des banques, l'économie a soufflé un peu. Bon, le communisme, c'est ça aussi, hein, la disparition des classes. Il ne devrait pas avoir, d'une part, ceux qui jouissent des biens, du fruit de l'État, pendant que d'autres triment. C'était un peu ça la vision donc, de Mathieu Kérékou qui a fait ses effets durant 4 ou 5 ans, avant que, sur le plan social, ça nous commence à grincer les dents. Parce que le communisme, c'est aussi ça. Il n'y a pas d'opposition, il y a eu beaucoup d'exilés, des gens qui ont été emprisonnés, la liberté complètement supprimée. Donc, à un moment donné, c'était une chape de plomb qui s'abattait sur le Bénin. Il fallait vraiment, à un moment donné, desserrer le taux. Et je crois que lui-même, il a fait son mea culpa en revenant très rapidement sur le vent de en soufflant un peu le vent de la démocratie, en ramenant un peu la liberté, etc. Peut-être qu'on en parlera. Certainement. Voilà. Mais dans tous les cas, il faut retenir que ça a été des années charnières pour le Bénin. Surtout, ça profitait naturellement aux populations, mais de plus en plus, ça grinçait les dents de la part donc, des intellectuels, des entrepreneurs et tout. Donc, ça a eu ses impacts positifs comme aussi négatifs. Mais c'est aussi ça, la gestion du pouvoir de l'État. Il faut s'assumer. Idéologie marxiste-léniniste, qu'en est-il de sa collaboration avec ses pairs et aussi le colonisateur, la France, hein, puisque quand on connaît la France qui est capitaliste, et puis Mathieu Kérékou veut que tout soit partagé au sein de la population. François Kouliati. Ben, il a eu maille à partir avec le colonisateur français. Parce que lui,
c'est l'un des présidents qui ont assumé son communisme dans la sous-région. En tout cas, il était déjà entouré par des présidents qui étaient d'obédience libérale, comme par exemple son voisin togolais Gnassingbé Yadema, comme Houphouët-Boigny, un peu partout. Mais c'est ça aussi qui a justifié à un moment donné qu'il soit lâché par ces pays-là et qu'à un moment donné, on ait cherché à l'éliminer à travers donc l'opération Crevette qui a été montée de toutes pièces par la France, la Côte d'Ivoire, le Togo. C'était pour l'éliminer parce qu'il gênait un peu. Il faisait étendre les tentacules du communisme dans la sous-région et son aura, ça faisait un peu effet dans la sous-région. Et donc, il fallait tout simplement le stopper. Il ne s'entendait pratiquement pas avec ses voisins, déjà. Et surtout quelques chefs d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut aussi souligner que l'homme a pris souvent des positions radicales, assumées, courageuses, comme par exemple le soutien à la création, à l'État du Sahara occidental, notamment la branche du Poly-Sahara, qui soutenait vraiment la création donc, de l'État qui était en guerre contre le Maroc pour l'indépendance du Sahara occidental. Donc c'était une prise de position qui froissait un peu ses voisins, etc. Surtout le colonisateur français qui n'a pas vu ça du bon œil. Et donc, mais il a aussi diversifié ses partenariats, notamment avec la Corée du Nord, avec tous ces pays communistes-là qui étaient en vogue. Et c'est ça, surtout qu'il a sauvé même de ce coup d'État, puisque l'opération Crevette qui a eu lieu le 26 janvier, si je ne me trompe pas, en 1977, c'était donc le 17 janvier, pardon, 1977, c'était vraiment pour l'éliminer. Oui. Et c'était vraiment monté par des mercenaires français, dont Bob Denard, qui n'est plus à présenter. Donc, ce qui l'a sauvé, c'était surtout la présence des militaires nord-coréens qui étaient au Bénin et qui ont prêté main forte à Mathieu Kérékou pour que ces mercenaires ne puissent pas donc réussir leur coup d'État. Oui. Et donc, voilà ce qu'on peut retenir déjà sur le plan de la coopération de ce pays-là avec Mathieu Kérékou et ses voisins, direct comme indirect. Professeur Sidiki, ça n'a pas été sans conséquence, professeur Koulibaly l'a souligné. Ayant adopté une idéologie marxiste-léniniste, c'est tellement que la Chine également l'a soutenue, puisque c'est aussi une idéologie soutenue par la Chine. Tout à fait. Mais il faut relever une chose, c'est que on était déjà à un moment où l'idéologie marxiste-léniniste, le communisme, commençait à s'essouffler. Ça fait qu'en réalité, le Bénin de Mathieu Kérékou, dans les années 80, n'a pas bénéficié d'une grande aide, en tout cas pas financière, du bloc communiste. Et c'est ce qui a fait que la crise économique qui s'est installée donc, dans la dernière décennie de son règne-là, il n'a pas réussi à la juguler. Il a dû se tourner maintenant vers des institutions de Bretton Woods, se sentir obligé maintenant d'ouvrir le pays à d'autres partis, ainsi de suite, aller donc vers les institutions de Bretton Woods, le FMI, etc. Il a quand même bénéficié de la Corée comme... oui, c'est le plan, le soutien militaire. Non, il y a deux choses aussi qu'on ne doit pas confondre. Un État peut être, un régime peut être stable sur le plan sécuritaire et militaire, mais être très fragile sur le plan économique. C'était le cas de Mathieu Kérékou, puisque dans les années 80 déjà, il avait de la difficulté à payer régulièrement les salaires des fonctionnaires, les bourses des étudiants. Il ne faut pas l'oublier, hein. Voilà, donc voilà une réalité qui est là. Et je pense qu'il a dû comprendre à un moment donné que, bon, le communisme avait ses limites. Quand vous expropriez donc, des gens de leurs biens pour les nationaliser, si vous n'avez pas, il ne suffit pas d'avoir la volonté, il faut avoir aussi, comment dirais, les compétences pour bien diriger ces structures-là, pour les amener à créer véritablement de la richesse. Mais si votre idéologie va consister simplement à procéder à une redistribution des richesses, pendant que d'autres richesses ne se créent pas, très rapidement, vous êtes asphyxié. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Au début, tant qu'il y avait quelque chose à redistribuer,
ça marchait bien. Je pense que c'est dans ce sens-là que mon collègue a dit que dès le début, en tout cas, il avait été bien accueilli les 4 premières années. Mais donc, avec le temps, ça s'est posé comme problème. Mais je voudrais juste apporter une précision. Ses relations avec ses voisins. Alors, évidemment, il est bien connu que il a relevé son soutien au Front Polisario, donc qui se battait pour que le Sahara occidental se déconnecte donc du Maroc pour devenir une nation à part entière. Donc cela ne pouvait pas plaire à Hassan II, le roi du Maroc, ni à la France de Valéry Giscard d'Estaing, pour qui le Maroc a toujours été une sorte voilà, de colonie, oui, de protectorat, absolument, même de nos jours. Donc, à un moment donné, le roi Hassan II s'est quand même rallié à lui. Non, c'est quand... À un moment donné. Non, mais c'est quand il a commencé à abandonner le marché pour aller négocier donc de l'aide avec le FMI. On lui a posé des conditions. Il fallait d'abord qu'il accepte un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale et que ses critiques acerbes envers ces dirigeants-là cessent et qu'il arrête donc ses soutiens, comment dirais-je, à ces régimes-là. C'est ce qui a fait que Sankara, qui était aussi au pouvoir sous lui, donc dans les années 87, 86, 87, la crise était déjà là. C'est ce qui a fait qu'il ne s'est pas trop prononcé pour trop se rapprocher de Sankara parce que la crise déjà commençait à le prendre à la gorge. C'est ça la réalité. Donc il avait déjà compris que non, pour se sortir de cette situation économique très difficile-là, ben, je suis obligé d'aller à mon corps défendant vers donc ces institutions. Et à ce moment, c'est elles qui vous dictent leurs conditions, des conditions qui ne sont pas seulement économiques ou financières, mais qui sont aussi diplomatiques parfois. Quelles étaient les conditions? Puisqu'en 80, il a négocié avec le Fonds. Oui, on lui a dit, ben, écoutez, le fait d'avoir de diriger le pays d'une main de fer, d'instaurer une vraie dictature, d'avoir emprisonné les 3 prédécesseurs là pendant près de 9 ans, 10 ans, de 1972 jusqu'à 1981, etc., ce n'est pas des conditions dans lesquelles nous, on est prêts à vous aider. Il faut ouvrir l'espace politique en acceptant le multipartisme. Voilà, il faut restructurer donc, votre façon de fonctionner sur le plan économique en opérant des coupes au niveau des secteurs sociaux. C'est toujours la même chose. Les programmes d'ajustement structurel, on les connaît. Mais lui, il était dans une situation où il y avait de la grogne au sein des fonctionnaires, des étudiants. Il n'avait pas le choix. Donc, il fallait accepter dans ces conditions. Et généralement, on met en avant la corruption et le fait que, bon, il avait placé à la tête des institutions des gens, certes, de bonne volonté, mais qui n'avaient pas la compétence à l'époque pour pouvoir gérer donc, des entreprises qu'il a nationalisées de façon à les amener à créer, à être très performantes, à créer donc de la richesse, de l'emploi, etc. Professeur Koulidiati, le caméléon d'alors était complètement contesté. Il était obligé de se métamorphoser, ce qui a certainement conditionné la conférence des forces vives de 1990, si je me rappelle bien. Est-ce que vous pouvez revenir 90, c'est ça, 90, février 1990. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur cette conférence-là? Ben, j'évite d'écorcher un peu la bonne volonté du président pour dire qu'il a été contraint. Je crois qu'il a été animé de bonne volonté pour desserrer les taux autour de lui. Et parce qu'il voyait quand même que rien ne marchait plus. Ben, rien ne marchait plus, rien ne marchait dans la Oui, mais en 88, il a échappé à 3 tentatives de coup d'État. Oui. Donc ça, il ne faut pas dire que c'est la seule volonté. Oui, mais écoutez, beaucoup de gens ont subi la même chose, la même pression, quitte à... Non, et puis il y avait l'expérience de Sankara 1 an plus tôt. C'est ça. Bon, faut pas, je ne suis pas en train de te contester, mais ce sont des éléments qui ne sont pas écartés. Mais écoutez, voilà. En fait, les chefs d'État, s'ils ont un destin tragique, ils l'assument jusqu'au bout. Je crois que lui, ce qu'on peut, l'une des qualités qu'on peut reconnaître en Mathieu Kérékou, vous l'appelez caméléon, mais moi je pense que c'est un homme humble, qui sait apprécier et qui sait prendre des décisions. Et je ne crois pas que ça a été une sorte de contrainte. C'est vrai, l'environnement n'était pas favorable, mais il y en a qui étaient dans le même environnement, qui sont allés jusqu'à un destin tragique. Mais je crois que lui, il a pu faire une analyse objective de la situation et avec une dose d'humilité, il a dit, ben, je convoque une conférence nationale souveraine. Une première, hein, il faut le souligner, une première en la matière où on a posé les vrais débats sur la table. Sur la question du multipartisme, sur la question du retour des exilés politiques, sur la question de la liberté de la presse. Toutes ces questions ont été débattues sur la question de l'équilibre du pouvoir,
toutes ces questions ont été déposées sur la table, ça a été débattu. Et lors de cette conférence, il a été clair, je ne veux pas d'arguments de complaisance. Il faudra poser les vrais problèmes pour que le Bénin puisse se remettre sur les rails. Et c'est ce qui a été fait. Au sorti de la conférence souveraine, il a appliqué en entier, à la lettre, toutes les propositions qui ont été faites. Et je crois que c'est aussi une autre dose d'humilité de la part du président qu'il faut reconnaître. Et donc, c'est ce qui a permis donc, au Bénin de se remettre sur les rails et qui a fait tache d'huile d'ailleurs dans la sous-région et qui a même inspiré le discours de la Baule de François Mitterrand, qui l'a félicité lors du discours de la Baule. Et il a conseillé également tous les autres chefs d'État de lui emboîter le pas. Donc, quelque part, je crois que la démocratie béninoise, elle est charmante. Elle est très charmante. Mais l'artisan, c'est Mathieu Kérékou. Et l'artisan, c'est Mathieu Kérékou. Et la conférence souveraine, la conférence nationale souveraine a été l'un des éléments clés déclencheurs de cette démocratie qui charme jusqu'à présent le Bénin. Voyez-vous. Professeur Sidiki, vous pensez que c'est peut-être une contrainte au regard bien Non, il faut faire attention. Les hommes politiques, ce sont des gens, un militaire souvent il réagit en fonction des rapports de force sur le terrain, la réalité du terrain. Je ne suis pas en train de dire que Mathieu Kérékou, ce n'est pas un dirigeant voilà, qui n'a pas de qualité. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis de façon objective, quand tu as un bilan économique vraiment catastrophique, tu es arrivé au bout du rouleau. Sur après le plan économique. Échappé à des coups d'État. Et au bout du rouleau, il n'y a pas d'argent. Et puis le Nigeria aussi a mis la pression en formant à un moment donné ses frontières. Et donc l'essence bon marché qui a toujours alimenté le Bénin, l'essence paillot, tout ça là, ça a créé des effets. Donc les recettes au niveau de la douane ont baissé. Lui, il était contraint, pour un ancien marxiste-léniniste, de devoir aller vers ses pires ennemis à un moment donné. Ça, c'est une réalité. Et le fait d'avoir d'abord échappé à un coup d'État en 1977 et que les tentatives là continuent, en 1987, il a bien vu l'exemple de Sankara. Il ne pouvait pas douter de la bonne volonté de Sankara, mais les forces occultes, les forces antagonistes se sont montrées plus fortes. Et lui, il arrive un an après la mort de Sankara, son voisin. Il ne faut pas oublier qu'il est originaire d'une région, voilà, à quelques encablures de la frontière burkinabé. Et Sankara est assassiné. Et l'année qui suit, lui, il va échapper à 3 tentatives de coup d'État. Je pense que l'argument de sa bonne foi et de la situation sur le terrain ont dû, tous les deux aspects-là, le pousser à prendre les décisions, voilà, donc il a dû prendre pour aller vers l'ouverture démocratique. Moi, en tout cas, c'est cette position que je maintiens. Professeur Kouligati, est-ce que les décisions issues de la conférence des forces vives de la nation étaient en général en faveur de Mathieu Kérékou, quand vous analysez tout ça? Non, ce n'était pas en faveur de Mathieu Kérékou parce que c'était un pouvoir totalitaire. Et il faut le noter. Or, la conférence qu'il a convoquée a demandé à ce qu'on ouvre un peu le vent de la démocratie avec la liberté de la presse, le retour des exilés, etc. C'était lui en tant qu'homme d'État, et je le souligne parce que les hommes de qualité, ils sont rares. Et s'il faut en parler, il faut vraiment le dire avec objectivité. Je crois qu'il y a eu des présidents aussi qui ont été contraints dans les mêmes situations, mais qui sont allés jusqu'à la tragédie, qui n'ont pas fait marche arrière. Même quand il prend l'exemple de Sankara, oui, et c'est toutes les conditions, on voyait la tragédie en train de venir. Mais ce n'est pas pour autant que Sankara a reculé. Lui aussi, il était d'obédience communiste, même s'il ne le disait pas ouvertement. Mais pour autant, il n'a pas fait marche arrière comme l'a fait Mathieu Kérékou. Il y a plein d'exemples qu'on peut citer comme ça. Des gens qui étaient droits dans leurs bottes jusqu'à la tragédie, qui n'ont jamais fait marche arrière, malgré l'environnement hostile et tout ça. Donc, pour ça, il faut que je le lui reconnaisse. Maintenant, la conférence souveraine, les résultats n'étaient pas à sa faveur, évidemment. Parce que toutes les décisions qui ont été prises, c'était vraiment à l'encontre de son pouvoir. Malgré ça, il a accepté. Il a accepté, par humilité. Il a dit, j'applique à la lettre et à l'esprit tout ce qui a été dit durant cette conférence. On a vu aussi des gens qui ont convoqué des conférences nationales par la suite, mais les conclusions n'ont jamais été suivies. Donc, il faut aussi remettre ça à l'actif de Mathieu Kérékou. On a vu ici au Burkina,
Et en 2000, quand on a tué Norbert Zongo en 98, en 2000, il y a eu le collège de stage. Le rapport a été soumis à Blaise Compaoré, mais il n'en avait que faire de ce rapport-là, qu'il l'a rangé dans les tiroirs. Donc, même Mathieu Kérékou a dit, bon, écoutez, moi j'applique à la lettre. Je peux être d'accord avec vous que déjà l'environnement était hostile, et il était plus ou moins contraint, il était même contraint, mais il n'était pas obligé d'appliquer. Est-ce qu'il faut il n'était pas aussi obligé d'appliquer ça. Est-ce qu'il faut reconnaître ça aussi, professeur Sidi? Non, je ne suis pas en train de dire qu'il n'était pas de bonne foi. Oui, bien sûr. Non, ça, mais je dis aussi, il ne faut pas oublier la situation sur le terrain. C'est un militaire. Absolument. Il sait à un moment donné où il faut, quand est-ce qu'il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. C'est ça. Voilà. Ça peut être, oui, ça c'est un aspect qu'il faut prendre. Et puis la situation du Bénin, ce n'est pas comme la situation dans d'autres pays, le Burkina. Il y a des problèmes ethniques qui sont là-bas. Il y a la question donc de l'ethnie qui se pose. Et l'autre aspect qu'il faut comprendre, mais lui, en réalité, il s'est trouvé qu'il y avait des anciens dirigeants. Hubert Maga avait déjà été l'un des premiers présidents. Il était sur la scène. Tôt ou tard, ils allaient revenir. Pour pouvoir rester au pouvoir pendant tout ce temps, il a fallu les mettre en prison. Les 3 anciens présidents là pendant près de 10 ans. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a eu un de ces ministres de l'Intérieur aussi, voilà, qui a été tué. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ça ce sont des phénomènes. À un moment donné, il est arrivé dans une situation où, en réalité, il n'avait pas le choix. Le contexte et la situation politique étaient tels qu'il fallait aller à cette ouverture. Maintenant, il l'a fait en toute bonne foi, de façon très sincère. Ça, c'est ce qu'on va maintenant lui reconnaître. Maintenant, oui, la preuve, quand les élections ont eu lieu, vous avez vu le score de Nicéphore Soglo, 67%, ça veut dire que déjà au sein de la population, il a su lire aussi que les Béninois avaient commencé à avoir marre de lui. Non, mais il faut aussi dire, à l'issue de la conférence, il a accepté, puisque Nicéphore est devenu son premier ministre. Voilà, et les deux sont allés aux élections. Mais là, je vais vous dire, ça c'est parce que lui, c'est celui en réalité que les Occidentaux ont imposé comme Premier ministre s'ils voulaient donc d'aide décaissement au niveau du FMI. C'est ce qui s'est passé. Donc, puisque Nicéphore Soglo était un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Ah oui, là, il faut insister là-dessus. Et donc, à la conférence, il a été dit, ailleurs, ça se fait, on dit, et de nos jours, on aurait dit, tous ceux qui vont diriger la transition, le Haut Conseil de la République, vous ne devrez pas être candidat. Et lui, quand on dit c'était totalement à sa défaveur, non. La conférence a dit il peut être candidat à l'élection présidentielle, tout comme son premier ministre peut être candidat, tout comme n'importe quel Béninois peut être candidat. La seule chose qui a été apportée comme limite qui ne le frappait pas dans l'immédiat, c'était la limite d'âge de 70 ans, qui va le frapper plus tard, tout comme ça va frapper aussi Nicéphore Soglo. Plus tard. Voilà. Alors, en 91, il a été battu par son premier ministre Nicéphore Dieudonné Soglo. Les 5 années qui ont suivi, on a vu Mathieu Kérékou est devenu pasteur, voilà, pour prêcher la bonne nouvelle. Mais est-ce pour autant qu'il va se retirer de la politique? Non, il ne se retire pas de la politique. Il continue en fait de tisser sa toile, mais autrement. En essayant de lier, de nouer des alliances avec des gens qui sont totalement, qui épousent souvent des idéologies économiques totalement différentes. Avec un ultralibéral comme, Adrien Mbegui, et avec un socialiste comme Bruno Amoussou, lui, l'ancien marxiste-léniniste, se retrouve. Mais ça, c'est juste, il faut fédérer dans toutes les forces, même si c'est du point de vue économique, pour pouvoir reprendre le pouvoir. Et là, il a réussi, effectivement, ce pari-là, de réunir quasiment toute l'opposition, en tout cas les grandes figures là, et c'est ce qui a fait tomber Nicéphore Soglo. Bon, je pense, et sans oublier que lui aussi, bon, un ancien fonctionnaire d'une institution internationale, là, quand tu viens là, on croit que tu travailles pour ton pays dans les premiers instants, mais à la longue, bon, surtout que quand tu vas trop impliquer ta famille dans la gestion du pouvoir, contrairement à Mathieu Kérékou, par exemple, très rapidement, tu as donné un fouet donc à tes opposants. François Pouliati, il faut aussi reconnaître une chose, Mathieu Kérékou a demandé pardon, il a dit aux Béninois qu'il a compris que dans sa gestion du pouvoir, les choses n'ont pas été telles qu'il voulait. Est-ce qu'il ne faut pas aussi lui reconnaître ça? Absolument. En fait, ce qui caractérise l'homme, c'est surtout l'humilité. Et tout son pouvoir a été jalonné d'humilité et de sincérité. C'est l'un des présidents les plus pauvres. Hein. Moi, je connais un peu son village natal. J'ai été jusqu'à me décliner devant
devant sa tombe. Je connais sa famille. C'est un des présidents qui est parti du pouvoir sans rien, sans pratiquement rien. Et ça, il faut le reconnaître. Et c'est ça qui a justifié l'échec de Nicéphore Soglo et son retour en 1996. Et vous savez, les Béninois, c'est un peuple qui sait scruter ses hommes politiques et qui sait vraiment ce qu'il veut. Et j'apprécie leur sens de l'objectivité, de ramener Mathieu Kérékou, parce qu'ils l'ont regretté. Avec la présence, le petit temps que Nicéphore Soglo, un neutral libéral, est arrivé faire, non, mais c'était sa famille, l'économie a été... c'est comme si c'était une course pour ramener le libéralisme sur le terrain. Donc ça l'a fragilisé. Et voilà pourquoi on a réclamé le président, Mathieu Kérékou, qui est revenu. Et je crois que il faut retenir de l'homme l'humilité, la sincérité dans tout ce qu'il fait. Et quelqu'un aussi qui s'adapte très rapidement aux situations et qui les analyse et qui prend des décisions objectives. C'est ça qui a caractérisé la gestion de Mathieu Kérékou et ça vraiment il faut qu'on le retienne. Alors, professeur Sidiki, il revient 5 ans après, après avoir demandé pardon bien sûr, il a dirigé et il est resté encore il a été réélu en 2001. Est-ce que c'est tout ça qui a favorisé un peu le fait d'avoir demandé pardon et d'avoir compris un peu qu'il a mal géré à un moment donné? Tout à fait. Il n'a pas fait que demander pardon. Il a dit publiquement que lui, il a même honte de son passé, de tout ce qu'il a pu faire par le passé. Ça, c'est très rare dans le pays. Vous avez des gens, ils vont commettre toutes sortes de crimes et ils sont les premiers à obliger les autres à lui faire croire qu'il est toujours un ange. C'est ça qui fait cette hypocrisie-là. C'est ça qui nourrit toutes les tensions et toutes les crises souvent dans le pays. Quand tu as échoué, un homme qui veut le bien de lui-même d'abord, de sa famille et de sa nation, quand tu as échoué, il faut dire j'ai échoué et tu demandes pardon. Sinon, l'être humain n'est pas si compliqué. Il n'y a pas une faute que les humains ne peuvent pas pardonner donc aux autres si les coupables là les reconnaissent et demandent publiquement pardon. Je pense que c'est ce qui a fait la force de Mathieu Kérékou. Et ces 10 dernières années de pouvoir, comment ça a été? Est-ce qu'il a gardé la même idéologie marxiste-léniniste? Non, là pas du tout. Comment est-ce qu'il a géré? Est-ce que ces 10 dernières années, maintenant, il a un peu ouvert un peu les choses, surtout avec le multipartisme? Oui, il a ouvert un peu donc l'espace démocratique. C'était le multiparti. Chacun pouvait être candidat où il le voulait. Et la gestion du pouvoir, après avoir battu, quand Nicéphore Soglo a été battu, il est venu à la mairie de Cotonou. Les gens ont vu qu'il a passé son temps à s'enrichir. Ça donnait encore du poids aux arguments de Mathieu Kérékou. Et les gens ont vu, mais attention, mais finalement, voilà encore un ancien président, les 5 ans qu'il a fait, rien de concret. Et à la mairie encore, c'est un peu de désordre. Bon, mais en tout cas, ces 10 dernières années-là, il faut dire que tout s'est passé globalement comme dans un pays où il y a la liberté démocratique, avec une gestion aussi au niveau communal décentralisé. Là, souvent, c'est l'opposition qui administre certaines villes. Donc, si ça marche bien, l'opposition est comptable, comme le pouvoir aussi de façon générale. Donc, à ce niveau, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Par la suite, évidemment, il ne pouvait plus se présenter après 2006 parce qu'il avait atteint l'âge limite, donc selon la Constitution. Tout comme son adversaire aussi, Nicéphore Soglo, lui aussi, il était frappé par la limite d'âge. Professeur Koulibaly, vous le pensez également, 10 dernières années, il a géré comme normalement? Oui, en fait, Mathieu Kérékou, lorsqu'il a fait son retour au pouvoir, il n'avait plus d'identité idéologique. C'était vraiment quelqu'un qui faisait un peu de tout. Et dans son entourage, il y avait les libéraux, les socialistes et tout ça. Il a su vraiment faire un bon maillage pour pouvoir gérer. Et je crois qu'il a fait de manière simple. Et c'est une gestion qui a été très peu reprochée quand même, sur le plan de la gestion économique, sur le plan de la gestion politique, etc. Et je souligne que son pays a tenu la tête en matière de liberté d'expression sur le plan africain et sur le plan mondial. C'était un pays aussi qui avait un très bon classement. C'est le signe que le président, il gérait, mais aussi il laissait les gens parler. Ça, c'est très important.
Voilà. Et donc, c'est ce qu'on peut retenir de ce deuxième passage donc, à la tête donc, du président du Bénin. Oui. Du Bénin. Et donc, et puis il a fini vraiment un mandat tranquille. Et sur la coulée douce entre Nati Tongou et puis sa villa de Cotonou. Bon, un président qui a été vraiment respecté, consulté toujours. Jusqu'à sa mort. Alors, il est décédé, si je ne me trompe pas, il est décédé en 2015. Oui. Alors, de 2006 à 2015, Mathieu Kérékou était devenu quoi? Comment est-ce que, vous l'avez dit, il allait à Nati Tongou? De 2006 à 2015. À 2015, voilà, oui. puisqu'il est décédé un 14 octobre 2015. De 2006, il a laissé le pouvoir à 2015. Comment Mathieu Kérékou gérait le reste de sa vie? Ben, c'est quelqu'un, vous savez, c'est aussi quelqu'un qui est ondoyant et divers, insaisissable, hein, quelquefois. Il est passé d'un athée, quelqu'un qui ne croyait en rien, en tout cas, qui croyait seulement en l'homme et au bien sur terre et tout ça, qui a mis Dieu de côté à un moment donné, quand il a embrassé la carrière, l'idéologie marxiste-léniniste. Mais au soir de sa vie, autour de 70 ans, 78 ans, 70 ans en allant, c'est quelqu'un qui a renoué avec la Bible, et qui était devenu pasteur, qui prêchait la parole évangélique, qui était consulté, qui était même pasteur lui-même, etc. Et sans compter qu'il a été musulman aussi. Il a pratiqué en fait toutes les religions. Il a été animiste. D'abord animiste, voilà. Il a été aussi musulman. Ensuite, il a été animiste, catholique. Voilà. Ensuite, athée, musulman et chrétien évangéliste. C'est comme ça qu'il a fini sa vie par être pasteur. Mais tout ça, ça montre la capacité de l'homme à se réadapter, à jauger le terrain, à prendre des décisions. Bon, je crois que c'est ça. Tout le reste de sa vie, il a passé en priant, en faisant des consultations. C'était le papa national jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il vient à Nati Tongou, dans son village natal, ben c'est comme un roi traditionnel, hein, parce que Nati Tongou, c'est le village, c'est la ville que je connais très bien. Et bon, donc, il était devenu le papa, que les gens consultaient. Sur le plan international, il y avait des gens qui venaient le consulter, etc. Donc, il a réussi aussi de la part des autres présidents, comme Yahi Boni, qui le considéraient comme leur papa, qui prenaient toujours conseil avec lui. Après lui, c'est Yahi Boni qui est venu. Oui, après lui, c'est Yahi Boni, qui est un nordiste aussi, qui est venu, effectivement, qui a beaucoup bénéficié de ce conseil, même de ses soutiens politiques. Exactement. Donc, voilà. Et puis bon, il faut aussi reconnaître que c'est quelqu'un qui était devenu neutre. Politiquement neutre quand il a débarrassé le plancher. Il n'avait plus de courant. Il n'avait plus de courant politique ni idéologique. En tout cas, il est resté pasteur, prié. Il était devenu l'homme populaire. Vous le pensez également, décédé à l'âge de 82 ans, il était devenu neutre. Il avait observé une totale neutralité envers les différents courants et partis politiques au Bénin. Voilà. Et ce sur quoi je veux insister là, c'est que vraiment, depuis que le Bénin existe comme État indépendant jusqu'à nos jours, là, il n'y a jamais, en tout cas, à partir de la conférence nationale souveraine jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir là, il n'y a pas encore eu un président qui a autant fait, donc réussi ce pari-là d'une vraie démocratie, d'un pluralisme démocratique, d'une liberté de la presse et d'une liberté d'opinion. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, Réki Amadougou est toujours en prison. Oui. Sébastien Aznavour a été obligé, avec souvent des accusations qu'on peut considérer comme fondées et infondées, de devoir quitter le pays. Bon, cette chape de plomb qui est là et puis la tentative... Plusieurs d'autres également. Bon, si on regarde ça, il y a une régression, en tout cas, du point de vue de l'exercice du pouvoir démocratique au Bénin, là, aujourd'hui, par rapport à l'époque de Mathieu Kérékou. Et même avant lui, les intermèdes démocratiques qu'il y a eu, je pense que personne n'a fait mieux, en tout cas, que Mathieu Kérékou. C'est ça. Alors, nous sommes donc maintenant venus c'est le moment, bien sûr, des verdicts. Vous suivez l'émission Patriotes d'Afrique sur la télévision, c'est 360. On parle de Mathieu Kérékou, l'ancien président béninois. Mérite-t-il d'être inscrit, son nom, bien sûr, hein, au rang de Patriote d'Afrique, professeur Kouliati? Évidemment que oui.
je marque mon accord pour qu'on l'inscrive comme patriote d'Afrique, au regard donc de tout son parcours, au regard donc qu'il ait conduit le pays vers un happy end et que ses prédécesseurs n'ont pas fait mieux jusqu'à présent que lui. Je crois que ce n'était pas son objectif, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a marqué d'une pierre blanche la gestion de son pays, qui a légué un héritage politique, économique, social à la hauteur des ambitions du Béninois. Donc, il mérite donc d'être inscrit comme patriote d'Afrique. Oui, non, tout à fait. Là, c'est l'un des rares hommes politiques africains à faire l'unanimité parce que ce soit ses prédécesseurs et que ce soit ses successeurs, personne ne peut se targuer d'avoir fait mieux que lui sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, en tout cas, à mon avis, non. Et surtout, son humilité, là, reconnaître qu'il y a eu un moment, j'ai pris une voie en réalité que je ne maîtrisais pas bien. Surtout en tant que chef d'État. Oui, en tant que chef d'État, et donc, en toute humilité, je reconnais que ça a été une erreur, donc je laisse tomber, je vous demande pardon, même si j'en ai honte. Je pense que c'est ce qui fait, au fond, au final, sa grandeur. Hein. Si on avait ça aujourd'hui chez nos dirigeants, même dans nos 5 administrations, vous voyez que vraiment, on serait bien heureux. Hein? Eh bien voilà, Mathieu Kérékou, décédé le 14 octobre 2015, est inscrit au rang de patriote d'Afrique. Et c'est ici que nous allons refermer les pages de ce numéro de votre émission Patriote d'Afrique. Professeur Sidiki Traoré, enseignant-chercheur à l'Université Joseph Kizabo, merci d'être venu. Merci bien, monsieur. Aussi. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, enseignant-chercheur en littérature africaine, expert en diplomatie et relations internationales. Merci également à vous d'être venu. Je vous remercie. C'est tout pour ce numéro de votre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Bon mois de juillet à tous. Portez-vous bien.